Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle émission sur Supply Chain Village des mercredis de la Supply Chain. Nous allons traiter aujourd'hui du pilotage et du suivi du transport international. Il ne vous a pas échappé que les transports internationaux ont été manifestement extrêmement secoués ces dernières années. Le Covid, la pénurie de moyens, l'augmentation des carburants, j'en passe, de nombreuses perturbations, de nombreux aléas, une augmentation des prix. Donc on va faire le point là-dessus, mais il est clair que le pilotage et le suivi du transport deviennent totalement critiques pour les entreprises. Donc je vous rappelle le principe de l'émission. Nous allons échanger avec nos invités que je vais vous présenter. Vous pourrez, dès le début, poser vos questions auxquelles, à l'issue de l'échange entre nos invités, ceux-ci pourront répondre. Le cas échéant, s'il y avait beaucoup de questions, vos coordonnées, comme vous les laissez en pianotant votre question, serviront pour que nos invités puissent vous recontacter. Donc j'ai le plaisir, sur cette thématique aujourd'hui, d'accueillir 3 participants. Jean-Christophe Cuvelier, CEO de MyTower. Bonjour Jean-Damien. Bienvenue. Fabien Petitjean, Senior Solution Consultant de Descartes. Bonjour Jean. Bonjour Fabien. Et Olivier Schurlman, Directeur Commercial France de CargoOne. Bonjour. Donc, bonjour, bienvenue Olivier. Je vais vous proposer chacun de présenter en 2 minutes vos activités pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Et ensuite, nous pourrons rentrer directement dans le vif du sujet. Dans le sens des aiguilles d'une montre, Jean-Christophe ? Bon, écoutez, MyTower, donc on est un éditeur en supply chain spécialisé autour de 2 thématiques. La thématique du transport et la thématique de la douane et du commerce international. Donc on a cette spécificité sur le marché français d'être le seul éditeur qui réunit à la fois ces 2 thématiques sur une même plateforme. Donc on est un peu plus de 100 collaborateurs aujourd'hui. On est présent essentiellement sur le marché européen, même si aujourd'hui la plateforme est utilisée en dehors de l'Europe, puisqu'on a des clients européens qui ont des flux internationaux et donc des équipes qui sont décentralisées, que ce soit en Asie, en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord. Et donc on a des utilisateurs sur les différents continents aujourd'hui. Voilà, nos grands produits, effectivement, on a le TMS, sur la partie transport, et puis sur toutes les problématiques de la douane et du commerce international, on a des modules de Global Trade Management qui permettent à la fois de gérer la classification de manière automatisée des flux de marchandises, mais aussi tout ce qui va concerner les accords de libre-échange et toutes les règles d'export et d'import-contrôle qui sont d'actualité aujourd'hui avec tous les événements géopolitiques qu'on connaît, notamment sur la Russie, les sanctions, les paquets de sanctions, ainsi de suite. Donc on voit que les flux logistiques sont de plus en plus sous contrainte réglementaire, d'où cette association à la fois du TMS et du GTM sur la même plateforme. On y reviendra. Merci Jean-Christophe. Fabien ? Donc Descartes, éditeur canadien à la base de solutions software as a service qui couvrent les flux de marchandises. Donc flux de marchandises depuis la planification du transport, exécution du transport, que ce soit du transport routier, multimodal, domestique ou international. Et puis également ce qui va être nécessaire à tout ça, donc comme le disait Jean-Christophe, les solutions de déclaration en douane, des solutions orientées Global Trade Management, Denied Party Screening, pour justement s'assurer qu'on a le droit de commercer à l'international. C'est la première étape du transport. Et puis des solutions qui peuvent aller jusqu'à la livraison du dernier kilomètre. Donc là, on est à la toute fin du maillon du transport international. Et comme ça touche au e-commerce également, des solutions qui permettent de gérer des entrepôts e-commerce. Et tout ça étant connecté aux différentes parties prenantes de la supply chain via une grosse plateforme qu'on appelle le Global Logistics Network, qui est un énorme concentrateur de données. C'est la plus grosse plateforme d'échange EDI au monde pour le transport. Et toutes les informations vont transiter avec les transporteurs, les transitaires, les fournisseurs, etc. On y reviendra parce que moi, je pense que nos auditeurs sont intéressés à comprendre comment s'articulent ce que font ces différents types d'outils, ces différents types de solutions, comment elles s'articulent. Vous êtes parmi les plus anciens éditeurs dans le domaine. Je pense que Descartes existe depuis 81, donc effectivement, c'est conséquent. Il y a de nouveaux éditeurs, les technologies ont considérablement évolué, donc plein de choses. Mais on va peut-être parler du besoin avant, mais on va laisser Olivier Schulman nous présenter CargoOne pour achever ce tour de table.
Donc moi je représente Cargo On en France. Cargo On en fait est une entité commerciale du groupe Transeyu. Transeyu est une société qui est la plus grande freight-tech en Europe, qui édite en fait une bourse de fret et qui représente 54 millions d'euros de chiffre d'affaires pour plus de 1000 personnes aujourd'hui, et avec plus de 500 personnes à l'IT, dont 250 développeurs, ce qui fait aujourd'hui un acteur européen de référence sur le marché. Cargo On est donc l'entité qui dépend de Transeyu. Cargo On est une plateforme de digitalisation du transport pour les chargeurs. L'objectif de cette plateforme, c'est 1, d'affecter les transporteurs au mieux, 2, de pouvoir prendre des rendez-vous sur les quais d'expédition, et 3, d'assurer la visibilité, mais on y reviendra plus en détail. Forcément, là. Forcément, c'est la thématique du jour, mais ça sera intéressant de clarifier les différentes composantes de ce que proposent les différents types d'outils. Donc voilà. Alors, pilotage et suivi du transport, on parle de visibilité, on parle de visibilité des transports internationaux. En fait, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Qui voudrait essayer de poser une définition de pilotage et suivi des transports, visibilité des transports ? Qu'est-ce que c'est ? De quoi parle-t-on ? On parlera peut-être des avantages et des inconvénients, ou des risques ensuite, mais qu'est-ce qu'on met derrière ces termes-là ? Jean-Christophe, allez, il a l'air lancé. Alors, ce qui était intéressant, c'est de voir l'évolution ces dernières années des termes. Il y a encore quelques années, on parlait de track and trace. Et dans le track and trace, il y a 2 termes, le track et le trace. Ouais. Il faut bien comprendre la différence entre les deux. Le trace, c'est je garde l'historique de tous les événements qui se sont passés, ce qui me permet de revenir en arrière et de comprendre ce qui s'est passé sur la chaîne logistique. Et le track, où là, on va plutôt se rapprocher, entre guillemets, du temps réel, de savoir où sont les bateaux, où sont les camions. Et là, on voit bien qu'il y a un véritable enjeu aujourd'hui pour l'ensemble de nos clients sur cette capacité à avoir de l'information en quasiment temps réel. D'ailleurs, il y a une nouvelle dénomination qui s'appelle RTTV et qui a été officialisée par, je crois que c'est je ne me souviens plus du nom de cette boîte et qui gère un peu tous les grands appels d'offres au niveau mondial, mais qui dit le RTTV, c'est le Real Time Visibility. Et on voit bien qu'aujourd'hui, cette notion de Real Time Visibility est devenue majeure pour tous nos clients. Pourquoi ? Parce que quand il y a de moins en moins de stock, on a besoin d'avoir de plus en plus de visibilité sur l'arrivée des marchandises. Les flux sont tendus. Les flux sont tendus, donc on a besoin d'avoir de plus en plus de visibilité. Et 2, on a des enjeux de productivité. Olivier a parlé de la gestion des prises de rendez-vous sur les quais. Aujourd'hui, quand on a des prises de rendez-vous sur les quais, on a de la marchandise qui est déjà à quai avant que le camion arrive, d'où la nécessité à un moment donné de pouvoir anticiper si les camions vont bien arriver en temps et en heure pour ne pas bloquer les quais. Et donc là, on va rejoindre des problématiques de productivité. Temps réel, j'entends derrière ce que vous disiez, suivi des expéditions, en fait c'est ça. Oui. Et donc, et les effets induits par cette capacité à suivre les effets bénéfiques induits à cette capacité à suivre les expéditions, ou les risques qu'on prend si on ne les suit pas. Si on ne les suit pas, c'est pouvoir prendre des décisions en temps réel. Olivier ? Et moi, j'ai ajouté un point, c'est le fait que c'est depuis quelques années qu'il y a vraiment besoin en visibilité. Oui, il y avait le track and trace avant, mais ce n'était pas critique. Aujourd'hui, la visibilité est devenue critique dans le business des entreprises. Et c'est à tel point qu'on est en train de voir des sociétés dont les directions commerciales, les directions service client poussent les projets de visibilité pour pouvoir offrir aux clients la vision du flux de bout en bout. Moi, j'appelle ça l'effet Amazon. Depuis qu'Amazon nous donne la visibilité depuis l'entrepôt jusqu'à la livraison, cet effet-là, le client qui a ça quotidiennement sur son smartphone, il estime qu'il doit avoir la même chose sur son ordinateur quand il vient au bureau pour tracer ses flux logistiques. Et pourtant, ça existait il y a plus de 20 ans. Ça existait. Avec l'event management qui a disparu comme terme, qui a intégré les TMS, je pense. Mais, oui, l'event management n'existe plus, mais le concept existe toujours. Les workflows, les workflows et les alertes. Générer par exception. Ouais. Le fait de pouvoir générer par exception, c'était de l'event management. Ça existe toujours, mais on n'utilise plus ce terme-là. J'entends bien. Là, vous avez utilisé le mot-clé, me semble-t-il, mais bon, on va essayer de le confirmer. On parle de gestion par exception, c'est-à-dire tout ce qui se passe bien.
s'en fiche. On n'a pas besoin de baliser tout ça. On n'a pas besoin En revanche, dès qu'il y a une exception, là, ça devient intéressant parce qu'on est au service du client et le client a besoin de le savoir lui-même. Et l'exception génère l'action. C'est-à-dire que si vous avez un problème dans votre chaîne logistique et que vous avez une alerte qui est remontée, cette alerte peut déclencher un événement pour avertir. On est quand même dans le workflow, même si on n'utilise plus le terme. Hein, donc, on n'utilise plus comme le ça, terme. mais il y a le une concept capacité. est le même. Le concept et la réalité, c'est que des workflows existent et on s'en rend même pas compte. Donc c'est tout à fait ça. Fabien ? Non, je rejoins complètement ce que disent Olivier et Jean-Christophe sur l'effet Amazon, les attentes du B2C qui s'appliquent maintenant au B2B, hein, même sur du transport longue distance international. Et sur ce que disait Jean-Christophe par rapport au tracking, au tracing, effectivement, visibilité, il y a plusieurs volets dans la visibilité. Il y a la visibilité des produits. Là, c'est plutôt le tracing aussi, hein, savoir quels sont les produits, dans quel camion, quel container, etc. Et puis des visibilités par rapport à la localisation des marchandises que vous évoquiez, visibilité sur les coûts de transport, par rapport à mon budget, où est-ce que j'en suis dans mes affectations de transport. Et à partir du 1er janvier 2024, il va y avoir aussi une attente légale concernant la visibilité sur les émissions carbone. Hein. On en parle depuis des années de la supply chain verte, mais là, ça va vraiment s'imposer. Donc ça fait aussi partie de la visibilité. Alors j'entends, Jean-Christophe évoquait tout à l'heure, vous reprenez le terme, en fait, il y a bien deux niveaux, et puis Olivier également, il y a l'action, hein, donc il y a agir, réagir, hein, donc, et puis ensuite analyser ce qui s'est passé pour en faire quelque chose. On va sans doute y revenir, mais donc, alors, quelles sont les conditions de mise en œuvre de ces suivis? Donc, comment est-ce qu'on peut faire, en fait? On a besoin de piloter, on a besoin de monitorer, donc, qu'est-ce qu'on a comme... comment on obtient cette visibilité? Je pense que le postulat de base, pour obtenir de la visibilité, il faut capter l'information à la source. Et pour capter l'information à la source, il faut aller la chercher, ne pas simplement attendre que les transporteurs, les fournisseurs la communiquent. Donc la chose initiale, c'est de se connecter aux différentes parties, avec différents moyens techniques, hein, on pourra revenir dessus, mais pour récupérer l'information sur où en sont mes opérations. Est-ce que ça a été chargé? Est-ce que c'est sur les quais en attente de chargement? Est-ce que c'est en cours de transport? Est-ce que c'est bloqué dans un port, hein, par exemple? Et également, si on connaît la position des marchandises, on peut aussi mieux prédire une heure d'arrivée sur les différentes milestones et la livraison finale. Alors sur les milestones, jalons, mais en fait, les transporteurs avaient déjà cette visibilité-là. Ils l'ont pour beaucoup. Alors, ils l'ont de manière plus ou moins fine aussi selon leur maturité technologique. Tous les transporteurs n'ont pas des immenses flottes de camions équipés de télématiques, etc. Il y a encore des petits transporteurs. Et la question est aussi, comment est-ce qu'ils vont la transmettre aux chargeurs, qui sont les donneurs d'ordre? Parce que si l'information est communiquée, ce qu'on voit nous des fois par les transporteurs, 2 jours après que l'information a été captée, confirmation de livraison par exemple, oui on vous a bien livré, et on a la confirmation de livraison 2 jours après. On n'est plus vraiment sur du temps réel. Il y a peut-être un distinguo quand même entre l'international et le domestique, non? Parce que là, Oui. les freins que vous évoquez, le niveau d'équipement, même si c'est en train d'évoluer considérablement, est assez inégal à l'international, même si dans certains cas, les moyens de connexion sont uniquement le téléphone, c'est un peu différent de domestiques sur lesquels on peut avoir de l'informatique embarquée ou des choses comme ça. Ouais. Ça dépendrait des flux aussi. Ça dépendra des flux, parce que sur les flottes de camions, on va avoir la télématique, mais si on est sur du camion complet par rapport à du groupage palette, du less than truckload, on ne va pas récupérer le même type d'information, parce qu'avec les GDPR, on n'a pas le droit de traquer les camions. Ouais. Sur des cargos, on peut avoir des systèmes AIS qui permettent de suivre la position d'un bateau. Des systèmes, pardon? Des systèmes de satellites, hein, de géolocalisation satellite, qui permettent de suivre la position d'un bateau. Quand les containers sont sur un port, que ce soit en France ou à l'étranger, on peut aussi connaître la position d'un container dans le port. Donc ça, c'est des infos. La limite n'est pas forcément sur la dimension nationale, internationale du transport, mais plutôt sur la maturité aussi des différents acteurs. Et puis aussi, c'est par rapport à cette visibilité, c'est qu'est-ce qu'on raccroche à la visibilité? Suivre un transport, mais dans un transport, il y a des expéditions. À l'intérieur des expéditions, il y a des commandes, et à l'intérieur des commandes, il peut y avoir des articles. Et donc, tout l'enjeu de la visibilité, c'est finalement, chez les clients, qu'est-ce qu'on veut suivre exactement? Si je reviens sur la gestion des rendez-vous, la prise de rendez-vous sur les quais. Ce
qui est intéressant, c'est de suivre le transport, le camion. Qu'importe les commandes, les articles qu'il y a à l'intérieur du camion. Par contre, quand vous êtes sur du transport maritime, où vous réapprovisionnez des collections pour mettre dans les magasins, là, ce qui va être intéressant, c'est de se dire, finalement, dans ce conteneur qui est dans tel port, j'ai quelle commande et quel article. Parce que c'est ça qui va permettre de pouvoir prendre des décisions. Donc on voit bien que dans la notion de visibilité, qu'est-ce qu'on va suivre ? Et ça fait partie de tous les travaux qu'on mène avec les clients dans les phases d'études, de dire cette visibilité, elle va vous servir réellement à quoi et à qui dans l'entreprise. Parce que finalement, suivre une commande ou un article, c'est plutôt le service client. Suivre un camion, c'est plutôt le service des expéditions ou le service des réceptions dans les entrepôts. Et donc, ces notions de visibilité s'adressent à des personnes différentes dans les entreprises et on cherche à suivre des choses aussi différentes. Ce qui est important et qui a toujours été, c'est l'adoption des transporteurs au fait de générer du tracking ou du tracing. C'est-à-dire qu'il y a des transporteurs qui n'ont jamais accepté ça. Donc on n'a pas c'est difficile d'avoir une visibilité à 100%. Et pourtant, c'est sur quoi il faut tendre aujourd'hui, c'est d'avoir un maximum de transporteurs qui adoptent le fait d'être traqués. Et y compris, est-ce qu'on parle des transporteurs de premier niveau ou est-ce qu'on parle peut-être de la sous-traitance de second rang On parle des deux. On parle des deux. Parce que si vous sous-traitez en transport routier, c'est extrêmement souvent le cas. Il y a de la sous-traitance. Si vous avez le premier, mais vous n'avez pas le deuxième peut-être ne va pas remonter l'information au premier rang et donc le chargeur n'aura jamais l'information. Il faut être capable de remonter une information à tous les niveaux, sinon vous perdez le bénéfice de la traçabilité et de la visibilité. Et comme l'évoquait Jean-Christophe, sans doute, qui peut le plus, peut le moins, si on est intéressé par, pour le client final, par suivre ses lignes de commande ou suivre les articles qu'il a commandés, on passe par le suivi intermédiaire, on suit les expéditions qui les ont traitées et ainsi de suite. C'est pareil dans l'entrepôt, je pense que c'est un peu la même chose. On est dans des systèmes supply chain management, on n'est pas dans du pur transport, où on est raccroché à des systèmes de supply chain management. Exactement. Mais c'est complètement englobé en fait. C'est complètement englobé. Ah, oui. Donc on parle d'architecture collaborative et de choses comme ça. Mais en fait, si on prend le terme TMS, le TMS ne vit jamais seul. En fait, il est toujours dans un écosystème. C'est souvent inapproprié parce que ce que j'entends, c'est quand Fabien disait je vais suivre tous mes trigger points, mes jalons, hein, ça veut dire qu'on les connaît. Donc ça veut dire qu'on a fait une cartographie de l'ensemble des échanges. C'est une bonne pratique. Donc on sait par où les flux doivent passer, à minima. Donc on est vraiment dans une organisation supply chain complète. Mais parce que les jalons, dans le cadre du transport, ne sont pas spécialement toujours que transport. Ça peut être un jalon entrepôt. Ça peut être un jalon top départ entrepôt. Et ça, il faut pouvoir être capable de gérer des jalons à chaque niveau. Au niveau du transport, mais la visibilité va plus loin. Ce que cherche un client, c'est une visibilité de bout en bout. Le bout en bout, ça peut démarrer dans l'entrepôt et finir sur un magasin. Moi, j'ai un exemple concret là, de visibilité. Un client avec des citernes alimentaires. Ces citernes alimentaires, elles passent par des étapes de nettoyage. Un des points de visibilité, c'est récupérer l'information de quand est-ce que la citerne a été nettoyée et avoir aussi la preuve que la citerne a été nettoyée. Donc on récupère deux informations. On récupère un temps de passage dans la station de lavage et on récupère un document de preuve comme quoi la citerne a bien été nettoyée, parce que derrière on a des risques sanitaires sur les produits. Donc on voit bien que cette notion de visibilité aujourd'hui, c'est ce que disait Fabien, c'est on a de la visibilité sur des points de passage, mais on a de la visibilité sur des documents. Enfin, on commence à étendre la visibilité à des champs qui sont beaucoup plus larges au sein de l'entreprise aujourd'hui. Ah ben, on va revenir on reviendra sans doute sur les données, parce qu'en fait, vous êtes en train de nous parler de ce qu'on suit. On suit plein de choses, en fait. On suit plein de choses. On suit plein de choses. On reviendra peut-être pour essayer de brosser un tableau
Mais là, c'est assez large, en fait, manifestement, avec ces dimensions réglementaires, sanitaires, de gestion de risque. Mais sur les systèmes, alors on a quoi comme système? Quels sont les systèmes qui nous permettent de faire ça? On a dit que c'est englobé dans une architecture supply chain, mais qu'est-ce qu'on a? On utilise le terme de TMS. Alors, Fabien, TMS, mais quoi d'autre? TMS, mais le TMS qui va être connecté, à une multitude de systèmes qui sont internes à l'entreprise et externes. Donc interne à l'entreprise, plus souvent le TMS va être connecté à un ERP, ça va être ce qui va amener la donnée. Il peut être connecté à des portails fournisseurs, éventuellement, également, en complément des ERP. Très souvent, et là on rejoint l'idée des quais, très souvent on est aussi connecté à des WMS, parce que toute la préparation de commandes qui est faite dans des entrepôts, dans des centres de distribution, l'objectif c'est que le TMS puisse donner de l'information pour tirer les flux éventuellement, et puisse récupérer aussi de l'information sur où en sont les préparations de commandes. Des systèmes également plutôt financiers pour toute la partie gestion des coûts, mais ça arrive plutôt à la fin, les contrôles de factures, de transport. Et ce qui va être externe à l'entreprise, ça va être, quand on passe par exemple par des brokers, des déclarants en douane, la solution douanière. Il faut pouvoir alimenter les solutions douanières, récupérer, c'est ce que vous disiez, Jean-Christophe, récupérer aussi les déclarations en douane. Là, il y a l'évocation sur les nettoyages de citernes, c'est un très bon exemple, parce qu'effectivement, ça sert aussi de preuve légale derrière, comme beaucoup d'étapes. Et toutes les parties prenantes. Et les parties prenantes, ça c'est le dernier gros maillon externe, qui n'est pas le moindre, ce sont tous les acteurs, transporteurs, freight forwarders, compagnies maritimes, qui vont intervenir et qui peuvent amener de l'information. Et on peut aller au-delà en se connectant même à des ports pour avoir de l'information complémentaire et challenger l'information entre deux sources différentes, laquelle est la plus fiable. Donc ça peut être très très large comme écosystème autour de la plateforme. C'est des systèmes et un écosystème, voire des écosystèmes. Je rajouterais, il y a une nouvelle brique pour moi qui est apparue, c'est l'OMS. C'est l'Order Management System. J'allais y venir, alors allez-y Olivier. Allez-y, j'avais une question. Il y a parfaitement WMS, ERP, c'est la logique, mais maintenant, il peut y avoir l'OMS qui est mis dans l'écosystème et qui, lui, va décider du chemin que vont prendre les commandes. Donc, avant, c'était dans le RP. Oui, mais c'était dans le schéma, mais et pourquoi ça alors, dites-moi? Parce que l'OMS va par exemple être capable d'aller chercher des commandes du magasin vers le client final, ou de l'entrepôt vers le client final, ou du camion qui va arriver, ou du navire qui va arriver. Il va être capable d'avoir l'intelligence de dire quel sera le chemin le plus intelligent et le plus économique pour aller livrer mon client. Mais à un moment, le TMS se connecte à l'OMS. Quand l'OMS a pris la décision, le TMS va exécuter la décision de l'OMS. Et ce que vous dites est vrai sur l'OMS, autant le choix du chemin ou le choix du mode, ça peut être fait par des TMS, certains TMS. Par contre, l'information que n'a pas le TMS, c'est l'état des stocks. Et là, l'OMS va avoir cette information. Combien j'ai de stocks en magasin? Combien j'ai de stocks en entrepôt? Pour livrer mon client, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse une livraison avec une collecte en magasin, proche, ou est-ce que je vais faire une livraison qui part d'un entrepôt par un transporteur expressif? Donc là, effectivement, la connexion OMS est intéressante pour cette vision de stock aussi, qui n'existe pas dans les TMS. Et en fait, on est dans de l'omnicanal et on est dans des OMS qui ont une visibilité globale, global and global, on pourrait dire ça comme ça, sur les stocks. Et donc, et on choisit les stocks qui sont capables de répondre à la promesse client. Au mieux à la promesse client, à moindre coût. Ça nous rappelle, pour les plus anciens, ça va rappeler des choses, parce que c'est des concepts qui existent, qui sont des réalités aujourd'hui, ou deviennent des réalités aujourd'hui, qui ont émergé il y a un certain temps, mais qui n'existaient pas. Qui n'étaient pas mises en œuvre. Ce que vous disiez avec l'event management, on ne cite plus le nom d'event management. Mais l'OMS, là, j'entends, moi, Olivier n'a pas utilisé le terme, on est dans de l'omnicanal quand même. Oui. Donc c'est ça, parce qu'en fait, globalement, et c'est un vrai sujet, alors je pense que c'est émergent, parce que, à ma connaissance, mais moi, je suis preneur d'une information qu'on a, c'est en train de se mettre en œuvre, ces nouveaux types d'OMS. Oui, mais ça se développe, oui. Ça se développe, oui, c'est en cours, c'est en cours de développement. Pour l'omnicanal, ça se développe en fait aujourd'hui. Pas sûr que ce soit mature, autant le WMS ça a 40 ans, donc les TMS ont démarré ça a plus de 25 ans, et les OMS nouvelle génération telles que vous les qualifiez, c'est des choses un peu émergentes. Et l'OMS fait tout son sens quand il est couplé avec le TMS, parce que finalement c'est le TMS qui va exécuter ensuite
l'organisation et le C'est un suivi grand débat qu'on a des eu transports. sur ce plateau même, où d'ailleurs on a une logique, l'OMS traite, le TMS jalonne, et le WMS est en bout de course, en fait, finalement, pour la préparation de commandes, avec une gestion capacitaire. Mais la vraie réalité, c'est ça, mais souvent, c'est pas dans cet ordre-là, parce que les WMS existaient avant les TMS, c'est ça. C'est pour ça. Mais la logique serait celle que vous citez. C'est-à-dire que le flux est piloté par le transport, en fait. Et le WMS exécute ce que le transport va lui demander. Alors, pour clarifier pour nos auditeurs, parce qu'il y a souvent une question qui se pose, pour ça sans doute que les grandes entreprises vont voir des cabinets de conseil, puis c'est très foisonnant, la créativité et l'innovation est foisonnante dans le domaine. On a ces outils finalement dont la terminologie est assez classique, même si ils ont beaucoup évolué ou ils sont en train d'évoluer, et la plateforme de collaboration, ça se positionne comment dans tout ça ? Ouais, j'ai envie de dire que les TMS, en tout cas les TMS nouvelle génération, parce que la collaboration, c'est forcément le partage d'un même processus par un ensemble d'acteurs qui vont agir à l'intérieur. Et donc pour le partager, il faut qu'on ait des systèmes ouverts, et les systèmes ouverts, c'est des plateformes web qui sont accessibles par tous les acteurs, n'importe où ils se trouvent, ou n'importe quel type d'acteur. Déjà référencé ou à référencer ? Déjà référencé ou à référencer. Ça, c'est l'industriel ou le distributeur qui va donner, entre guillemets, des accès à la collaboration au niveau du TMS. Donc, on entend souvent parler de plateformes collaboratives, mais finalement, aujourd'hui, les TMS sont collaboratifs, à partir du moment où ils ont des stacks technologiques qui le permettent. Et cette collaboration, elle est faite pourquoi ? Elle est faite pour ramener de la visibilité, puisque finalement, tout le monde collabore au sein d'un même processus. Donc, on ne partage l'information qu'une seule fois, mais on le partage à tout le monde, quasiment en temps réel. Et ensuite, c'est pour des gains de productivité, parce que la collaboration qu'on n'avait pas dans le passé, elle nécessitait en permanence de refaire de la saisie, de la double saisie, avec des risques d'erreur, ce qui disparaît aujourd'hui avec cet aspect collaboratif. J'évoquais les citernes précédemment. La station de lavage, elle a accès au TMS, et dans le TMS, c'est elle qui va venir déposer le certificat de lavage de la citerne. Fabien le disait, le broker en douane, une fois que l'opération a été lancée, reçoit une information comme quoi il doit se connecter sur la plateforme collaborative, en tout cas le TMS, pour venir déposer sa déclaration en douane. Ça, c'est en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'il y avait les TMS, il y avait les plateformes qui permettaient de se connecter, et vous êtes en train de nous dire que ça évolue vers un rapprochement. Alors c'est vrai qu'au début, il est possible pour des choix applicatifs, pour des donneurs d'ordre, prenez le focus donneur d'ordre, de dire effectivement, mais bon, peut-être que ce sont les tours de contrôle qui permettent de faire ça. Il y a une offre, vous-même sans doute. Vous êtes plus éditeur ou vous êtes plus pilote, tiens d'ailleurs, chez MyTower. On est chez MyTower. On posait la même question. On est éditeur, mais on fournit des outils de pilotage. On fournit aux clients des cockpits de pilotage. Et dans la tour de contrôle, là aussi, c'est un terme générique, la tour de contrôle. Finalement, quand on va chez les clients, il y a autant de tours de contrôle qu'il y a de clients. Et on retrouve chaque client a ses spécificités en fonction de ce qu'il veut suivre, de ce qu'il veut piloter. Et même à l'intérieur des clients, à l'intérieur les services veulent voir et veulent piloter des choses différentes. Donc le TMS, c'est le socle collaboratif qui va permettre d'orchestrer tout ça, de rendre productif un certain nombre de processus en les automatisant, de collecter de la donnée en masse, et puis de restituer cette donnée au travers de tours de contrôle, de cockpits, entre guillemets, de visibilité, qui vont permettre aux différents acteurs d'agir, de décider, de prendre des décisions, de réagir en fonction d'un certain nombre d'événements. Voire les tours de contrôle qui, elles-mêmes, sont capables d'automatiser un certain nombre d'actions. C'est-à-dire qu'en fonction d'un certain nombre d'événements, je peux créer un document de manière automatique, je peux envoyer une alerte. Alors ça, c'était les alertes, c'était ce qu'on faisait dans le temps, on continue à la faire. Par contre, l'intelligence qu'on est capable de mettre dans une tour de contrôle, c'est que la tour de contrôle elle-même, en fonction d'un certain nombre d'événements, va même pouvoir créer de nouvelles données ou corriger des données existantes qui sont chez les clients. Critères liés à l'alerte, les éléments liés à l'alerte pour définir le type de réaction adoptée. Exactement. D'accord. Et donc ça, c'est cette tour de contrôle qui va permettre
de synthétiser tout ça et puis de leur donner une sorte de visibilité. Alors, on voit bien pour le pilote de la supply chain, mais bon, on peut poser la question à Descartes. Vous avez que des patrons supply chain ou des supply chain qui s'intéressent à vous, ou il y a d'autres types d'acteurs dans le... Parce que on voit bien que l'environnement et les architectures sont multiples. On n'a pas plus au départ des prestataires que des... Non, alors, il y a les deux typologies, hein, clairement, de clients. Il y a les donneurs d'ordre et les prestataires qui opèrent le transport. Mais sur les donneurs d'ordre, donc direction supply chain, hein, des entreprises, que ce soit des industriels, des distributeurs, effectivement, ils s'appuient sur ces solutions-là. C'est ce que vous disiez, Jean-Christophe, complètement vrai, sur la dimension de la plateforme collaborative et de la tour de contrôle. Et dans tour de contrôle, si on prend juste le mot aussi contrôle, tout dépend de ce que veulent faire les entreprises. Certaines vont vouloir contrôler ce qui se passe, et là c'est plutôt la dimension visibilité, hein, le track and tracing. Pour d'autres, le contrôle, dans la tour de contrôle, c'est aussi piloter mes flux et planifier mes flux. Et toutes les entreprises ne vont pas avoir cette attente, tout simplement parce que certaines entreprises vont s'appuyer sur des 3PL, des 4PL qui organisent les opérations pour eux. Donc c'est même pas un sujet en soi, mais inversement, d'autres entreprises veulent reprendre la main sur la planification pour des raisons de coût, pour des raisons de service client. Et là, la tour de contrôle doit aussi permettre d'aller au-delà de la simple visibilité, de la visibilité, en reprenant les premières étapes qui sont aussi la planification. Oui, on organise, on planifie, on décide, on est dans des systèmes qui ont une vocation décisionnelle, mais aussi on analyse pour pouvoir à nouveau modéliser, simuler et replanifier. C'est une boucle vertueuse, c'est ça ou... Sur les données, c'est tout à fait ça. Vous disiez aussi les données qui sont générées par le système, une notion aussi de mise en évidence de risque, parce que la tour de contrôle, en fait, juste pour illustrer, sur la plateforme que j'évoquais qui permet de connecter différentes parties, le Global Logistics Network, on a 18 milliards de transactions par an, sur des informations en fait, hein, qui remontent, qui transitent. Si on le lissait sur 365 jours, c'est 50 millions par jour. Donc il faut bien imaginer que les opérateurs, les planificateurs transport, ne sont pas capables, humainement, de gérer ces infos. Donc les tours de contrôle, aujourd'hui, le but, c'est aussi qu'elles puissent mettre en évidence quels sont les principaux risques et proposer, hein, ce que vous disiez, des plans d'action. Proposer aussi des actions correctives. Là, sécheresse au niveau du canal de Panama, j'ai des bateaux qui pourront plus passer, qu'est-ce que je fais ? C'est déjà le cas. C'est le cas. L'eau, l'énergie, tous les risques liés à l'eau, l'énergie. Exactement. Voilà. Est-ce que je passe par le Cap Horn ? Est-ce que je change sur une stratégie multimodale où je vais traverser les États-Unis en camion, reprendre à l'autre bout, etc. Ça, c'est des aléas qui peuvent potentiellement s'anticiper. En fait, ça veut dire qu'on a des systèmes de surveillance, c'est-à-dire qu'on surveille beaucoup de choses, quoi. Mais grâce à la donnée. Grâce à la donnée qui est capable. Alors, on a parlé de la vision. Ben, en fait, on est connecté avec tous les systèmes, un certain nombre de systèmes de veille ou d'observation. La gestion de flotte, la météo. Donc, plein d'autres systèmes. Alors, c'est quoi les technologies qu'il y a derrière ? Parce que ça va intéresser nos auditeurs. Donc, on comprend un peu on comprend l'architecture des systèmes, on comprend le besoin de pilotage, on comprend que ça peut être fait par les donneurs d'ordre et par les prestataires, mais qu'est-ce qu'il y a comme techno derrière ? Parce qu'on parle, derrière ça, il y a des mots, c'est pas des gros mots. C'est interconnectivité, interopérabilité de l'ensemble des systèmes, API. Mais qu'est-ce qu'il y a comme techno ? Si ça peut... parce que pour capturer l'information... Souvent, un des éléments de la techno, c'est qu'il y a un middleware au milieu. C'est devenu maintenant plus rare d'être directement connecté avec un autre système. C'est une couche communicante ? C'est une couche communicante. Ouais. C'est un hub d'information. Je ne sais pas comment on pourrait le dire. Oui, tout le monde se plug, quoi. C'est ça. Pour parler, on ne parle pas français, mais... Aujourd'hui, c'est devenu un peu le standard, en tout cas dans les grandes entreprises, c'est de se connecter à ce hub d'information et de pouvoir remonter des informations ou redescendre des informations. Mais on a aussi une sémantique commune. À quel niveau ? Sur les messages. Non, alors pas forcément. D'où l'intérêt du middleware. Justement, c'est le sens de ma question. Le hub est aussi traducteur ? Ah oui. Comme on l'avait pour l'EDI à ses prémices, Oui. Le hub est aussi traducteur. Mais moi, j'entendais, il y a des projets européens, Digital Framework, DTLF, Transport et Logistique Framework, donc des structures pour chercher à communiquer. Les travaux de GS1 vont dans le sens d'une harmonisation de la data,
quel est le même sens, parce qu'on sait ça, on connaît ça au niveau des interfaces. Là on sait faire sans cette harmonisation au départ. On est obligé de faire sans. On est obligé de faire sans, d'accord. Après, il y a des acteurs sur le marché dont c'est le métier aujourd'hui, qui ont essayé de faire de la connectivité avec tous les transporteurs. Un éditeur aujourd'hui n'est pas capable de se connecter avec les millions de transporteurs qui ont. Par contre, il y a un certain nombre d'acteurs sur le marché, et Fabien l'a dit, c'est-à-dire qu'il y a des hubs, entre guillemets, de communication, avec des acteurs qui se sont spécialisés sur la connectivité avec les transports routiers, sur la connectivité avec les transports de messagerie, avec le maritime, avec l'aérien. Voilà. Et en fait, nous, les TMS, qu'est-ce qu'on fait ? On va, entre guillemets, se rapprocher de ces agrégateurs de données qui, eux, ont déjà fait le travail auprès de tous les transporteurs. Donc, on a des multiprises, on connecte les différentes multiprises au sein du TMS. Et on redonne, entre guillemets, on reconstruit tout cet écosystème de visibilité. C'est de l'électricité, de la plomberie, quoi. Plaisante à moitié, mais ça ressemble un peu à ça en termes d'image. C'est de la tuyauterie intelligente. Intelligente, mais on sait qu'on est en train de développer des centrales d'énergie, de capacité, oui. Ouais. Et après, effectivement, il y a plusieurs technologies. Il y a les API. Vraiment, si on parle techno, il y a les API, les EDI. Alors, les EDI sont plutôt utilisés quand c'est de l'information descendante en provenance des ERP. Pourquoi ? Parce que en règle générale, il y a des particularités sur les données des clients qui redescendent. Par contre, quand nous, on va remonter de l'information vers les ERP, on met à disposition de nos clients, on expose des API où finalement il y a toutes les données du TMS qui les concernent à l'intérieur, qui viennent chercher. Et idem avec les partenaires transporteurs ou tous les partenaires qu'on a autour de nous. Donc on a des API qui permettent là aussi de diminuer tous les temps d'intégration et de projet. Et on remonte de l'objet transporté dans son détail, en passant par la commande jusqu'à l'expédition. Jusqu'à l'expédition, jusqu'à l'article, ça dépend des besoins des clients. L'objet transporté, a priori, il est codifié, comme on dit dans les entrepôts, par les stock keeping units ou des... Mais on est avec des IoT, c'est ça ? C'est le terme qu'on utilise aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on suit l'objet, donc on a des milliards de transactions aujourd'hui, mais qui vont être encore plus foisonnantes, parce que l'IoT, c'est l'objet lui-même transporté sur lequel on peut capter les informations qu'il véhicule et suivre sa vie. En fait. Après, où il faut être quand même raisonné et raisonnable, c'est le but n'est pas d'aller jusqu'à un niveau de détail qui serait inutile dans certains contextes. Donc, il faut que ça ait une valeur ajoutée. C'est ça que vous voulez dire. Une valeur ajoutée, mais toutes les entreprises ne doivent pas forcément aller jusqu'au niveau d'un tracker sur une caisse ou sur un conteneur. Toutes les entreprises ne feraient pas ça. Voilà. En fait. Et alors, on a vu des... J'entends bien, on le fait sur des conteneurs. Les premiers à avoir fait ça, c'est sans doute les armements maritimes qui suivent leurs conteneurs. Alors, je vais peut-être dire un gros mot, parce qu'on ne l'a pas évoqué. Un sujet ou un terme... qu'on entend beaucoup aujourd'hui, blockchain, ça a un lien avec... On en a beaucoup entendu parler il y a quelques temps, on en entend quand même moins parler aujourd'hui. La mode est passée. Ouais. C'est comme le supply chain event. Pour le transport, pour la visibilité transport. Le blockchain, Jean-Christophe a raison, ça a été extrêmement à la mode. On a pensé que tout allait passer par la blockchain. Aujourd'hui, on n'entend plus jamais parler de blockchain, en fait. Il y a des domaines comme l'assurance ou des choses comme ça dans lesquels c'est plus foisonnant, peut-être moins sur la visibilité transport, sur lesquels il me semble que vous êtes en train de démontrer qu'il y a plein d'outils qui existent déjà. En fait, c'est ça. Quelle est la plus grande valeur ajoutée des uns par rapport aux autres Sur la blockchain, pour moi, les sujets blockchain sont plutôt des sujets à connotation réglementaire. Et donc, avec le Global Trade Management, il y a plus de proximité. Il y aura plus de proximité ou d'opportunité de mettre de la blockchain sur du Global Trade Management que sur du transport à proprement parler, parce que la visibilité, on récupère de l'information. On n'a pas besoin de certifier. Par rapport à de la conformité douanière, ça évite de ressaisir des transactions, par rapport à de la compliance e-commerce international, ou des choses comme ça. Là, il y aura plus d'opportunités pour faire de la blockchain. On garde ça à l'esprit, que c'est pas loin, mais c'est pas sur le sujet transport et visibilité transport, c'est juxtaposé, quoi. Ok. Et donc... Et alors, on peut revenir peut-être sur
sur les données ou les informations critiques pour les opérateurs de transport a commencé à l'évoquer tout à l'heure. On parlait d'informations sur la cargaison, on est en train de parler d'état sanitaire des véhicules qui assurent le transport. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme dimension le taux de service. Le taux de service peut être un point important aujourd'hui qui est très regardé en termes de taux de service transport, qui est regardé par les directions commerciales. C'est le résultat. C'est le résultat. C'est le résultat, d'accord, ouais. Le résultat peut être analysé par la direction commerciale pour connaître le taux de service qu'ils ont par rapport à leurs clients. Donc, est-ce que vous voulez dire respect des itinéraires et des horaires? C'est plutôt exactement, ça, plutôt ça. Les engagements. Respect des horaires, engagements. Respect de la qualité de service, qu'il n'y ait pas des problèmes dans la livraison, qu'il n'y ait pas des casses ou ce genre de choses. Le taux de service va être et sur le taux horaire, sur l'horaire, mais ça peut être également sur la bonne qualité de la livraison. Donc en même temps, ça permet non seulement de suivre les flux, mais en même temps de suivre la qualité des opérateurs. La qualité de service des opérateurs. Moi, j'irais même plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu de la donnée, c'est surtout la qualité de la donnée. On traite énormément de données qui nous sont communiquées par un ensemble d'acteurs. Et aujourd'hui, cette donnée n'est pas toujours fiable. Enfin, on rencontre quand même pas mal de problèmes de qualité de données. Donc, d'où la nécessité de mettre, entre guillemets, je vais appeler ça des pare-feux, mais avant de rentrer la donnée dans les bases de données et dans les TMS, il faut que nous, on ait mis en place un certain nombre de contrôles sur la donnée qui nous sont fournis par les opérateurs. Donc, dans l'échange de données, il y a plus qu'un simple échange de données. Il y a un échange de données et un contrôle de la donnée. Et dans le contrôle de la donnée, on va contrôler deux choses. On va contrôler la partie technique de la donnée, c'est-à-dire le format de la donnée. Est-ce que c'est du numérique? Est-ce que c'est de l'alpha? Est-ce que c'est de l'alpha numérique? Est-ce qu'il y a 6 digits, 5 digits? Enfin, voilà. Donc ça, on va contrôler la partie technique de la donnée. Et ensuite, on va contrôler la dimension métier de la donnée. Je m'entends par la dimension métier de la donnée. Un code aéroport, CDG, Roissy, c'est le code CDG. C'est pas CDG/1. Quand c'est CDG/1 qui arrive dans le TMS, ça ne marche pas. Parce que nous, on a des référentiels, entre guillemets, normés au niveau international. Et donc, on est obligé de détecter ces problématiques de qualité de données en entrée des TMS, alors, ou de la faire corriger par celui qui produit la donnée. Mais celui qui produit la donnée, comme on se rapproche de plus en plus de problématiques de temps réel, on ne peut pas faire des allers-retours pour corriger ces données-là, d'où la prise en charge de notre côté de la correction d'un certain nombre de données, d'où de l'intelligence au niveau de l'intégration des messages pour être en mesure de faire ce type d'opération. Alors on est en train de répondre à pas mal de questions de nos auditeurs qui ont déjà été posées, mais vous pouvez encore en poser d'autres. Hein. Nous allons passer à la phase questions, qui va être finalement un petit peu plus courte, parce que je m'aperçois qu'on a nos participants ont déjà répondu à un certain nombre d'entre elles. Mais n'hésitez pas, hein, Hervé vous attend en régie pour les questions suivantes. En fait, j'entends, on vérifie la qualité. En fait, on est dans des systèmes, on l'a évoqué plus tôt, on pilote les coûts, on pilote les budgets, on pilote la performance de chacun des acteurs en fait, de cette supply chain. Et les systèmes sont... On n'est pas encore en train de regarder l'existant. Sont auto-apprenants, c'est des sujets d'aujourd'hui. On en tire des enseignements, on en fait quoi? On est en plein dans le système. On en fait quoi? Complètement, oui. Sur par exemple, auto-apprenant, notamment sur des déterminations plus précises d'heures de livraison. Quand on disait quelle est l'information critique? L'information critique, ça dépend aussi pour qui. Service client qu'évoquait Jean-Christophe tout à l'heure, ça va être si un client l'appelle ou on est ma commande, il faut qu'on puisse lui dire à quel moment elle va vraiment arriver. Une direction financière, elle s'en fiche, elle va regarder les coûts. Les personnes qui sont en train de planifier le transport, eux, ça va être d'autres informations utiles. Donc ces informations critiques-là, la plateforme doit aussi être capable de les analyser et de calculer de l'information qui va être fiable. Il y a l'information qui peut être fausse, la véracité, hein, quand on a beaucoup d'infos dans le big data, c'est un des 5 V. Véracité de l'information, il faut aussi pouvoir le corriger. Si le système se rend compte qu'on a 2 numéros de containers identiques dans 2 cargos qui sont à 2 positions différentes dans le monde, c'est pourquoi aussi quand on parlait de la technologie, certes on se connecte à de la télématique, à des TMS, etc. Mais il y a aussi des cas où, à la base, c'était une saisie manuelle par quelqu'un, quelque part. Donc, d'où l'intérêt aussi d'être capable de contrôler l'information, de la corriger,
et d'anticiper aussi sur des potentielles dérives dans les données, dans les temps de transit, dans des temps de chargement. C'est là où les plateformes vont être aussi capables d'ajuster un référentiel, par exemple de temps de passage sur des sites clients, sur des temps de chargement, ce qui permettra la prochaine fois de mieux planifier, puis de mieux respecter la promesse client, le service client à la livraison finale. Monitoring, mais en fait, on n'utilise pas le mot, mais c'est de l'intelligence artificielle qu'il y a derrière. Derrière, il y a on en parlait c'est du machine learning. Il y a 15 jours, c'est du machine learning ou des choses comme ça. Exactement. On a déjà fait des débats de cette nature, mais bon, c'est très clair. Parce que monitoring, en fait, on voit bien ce que ça peut apporter, on a vu les coûts. Et, on est capable de faire du prédictif ensuite, grâce à des outils comme ça, avec le fait d'avoir monitoré et d'avoir piloté. Ça permet en fait de simuler les différentes situations qui vont avoir lieu à l'avenir. C'est ce sur quoi vous travaillez ou... Oui, c'est des solutions qui sont en place, oui. C'est des solutions qui sont en place, d'accord. Ce que disait Fabien, sur le transport, aujourd'hui, il y a l'ETA, et il y a des sociétés qui se sont spécialisées sur l'estimation de date d'arrivée des navires, date d'arrivée des camions. Enfin, heure d'arrivée, même des camions. Qui, eux, ont fait le job d'aller se connecter à des plateformes, type des plateformes maritimes ou des plateformes aériennes, pour aussi récupérer de l'information. Et pour remonter sur cette couche et avoir qui vous permet la route, le maritime et l'aérien. Ok. C'est un peu notre particularité, c'est que chez Descartes, ce hub dont on parlait, la multiprise, etc., on l'a en interne, donc on a ces connectiques aux différents acteurs. Vous l'offrez, d'accord. Vous l'offrez. On peut l'offrir dans l'offre. Ouais, c'est soit dans l'offre, soit ça se construit en fonction de l'environnement. Si c'est utile, on met en place. Ouais. Je vous propose de passer à quelques questions et on pourra revenir sur les minutes restantes sur une ou deux questions qui demeurent. Hervé, en régie. Bonjour Jean et bonjour à tous. On a des questions qui sont très précises. Que conseillez-vous comme solution pour suivre des flux de type maritime, routier et aérien afin de suivre, tracer et mesurer malgré l'utilisation de plusieurs prestataires? Et petite précision, pour un distributeur type PME sans partir dans un investissement raisonnable. La précision est importante, parce que sinon chacun pourra répondre moi, ma solution, mais bon, pour des outils dimensionnés... On est sur des solutions précises qui sont sur le marché, ou on est sur des choses collectives, des outils utilisés par plusieurs entreprises. Ça existe, la mutualisation d'outils Collective, oui, puisque je pense qu'au niveau technologique, dès l'instant où on est sur des solutions software as a service, cloud, ce sont des solutions qui sont partagées. Dans ce sens-là. Mais avec des compartimentés quand même. Compartimentés, pas forcément compartimenté par business, parce que c'est la même solution qui va être utilisée dans différents métiers et différentes tailles d'entreprise. C'est aussi la souplesse comparativement à ce qui pouvait exister il y a 20 ans dans ce type de solution-là, où il fallait investir dans une solution, l'installer sur ses serveurs, etc. Là, on est plutôt maintenant sur des modèles où le modèle financier est plus basé sur le nombre de transactions, de flux. L'unité d'œuvre, à l'unité d'œuvre. Pour des PME, c'est devenu des solutions qui sont abordables, là où elles ne l'étaient pas 10 ans, 15 ans avant, parce qu'il fallait être une énorme entreprise pour être capable de faire de la planification, du suivi de transport. Moi, je rejoins Fabien. Aujourd'hui, qu'on soit une grande entreprise, une ETI ou une PME, la visibilité, elle est accessible à tout le monde. C'est plus un problème technique. Et en termes de coûts, oui, effectivement, si vous suivez 1 million d'expéditions par an ou si vous en suivez 10 000, le coût ne sera pas le même. Il y a des effets d'échelle. Mais en tout cas, pour une PME ou un grand groupe, la visibilité, c'est plus un sujet d'accès. On a accès à la visibilité aujourd'hui et on n'a pas accès à la visibilité en disant on a tout à construire. Non, nous, il y a déjà été construit. Nous, on propose une solution qui est très simple de mise en œuvre, qui est très intuitive. Donc on va pouvoir attaquer des toutes petites entreprises jusqu'à des très grandes entreprises. C'est la même solution, mais elle se déploie très rapidement et donc de façon économique. On peut être capable de répondre. J'entends bien, j'allais dire, en fait, il y a deux dimensions. Il y a le coût opératoire, avec les unités d'heure, une fois que c'est en place, et puis il y a peut-être le coût de projet qui est lié à la diversité et à la complexité des flux.
Mais Et ça, là, on a pour- énormément travaillé pour diminuer les coûts de projet. Ça a fait partie ces dernières années de gros chantiers, justement, auprès de tous les éditeurs, d'être capable d'intégrer de façon le plus rapidement possible C'est une réponse au PME, c'est une la réponse au grand visibilité, groupe, bien voilà, sûr. réponse au grand groupe, réponse au PME. L'enjeu de la rapidité a été pris en compte et aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'on est sur du plug and play, mais très rapidement, on est capable de déployer. On entend le terme, donc oui, mais bon, on se rapproche de choses comme ça. On se Nous, rapproche de on choses comme utilise ça. ce type de terme. Ouais. Vous avez standardisé des réponses. Et donc, il y a un panel de réponses standards dans lesquelles chacun doit pouvoir trouver son bonheur. Oui. C'est un peu ça l'idée. Oui. Non, Et schématisme, Et mais ce c'est qui est un peu aussi ça. important aujourd'hui dans le déploiement de ce type de solution, c'est l'accompagnement des transporteurs. C'est qu'aujourd'hui, c'est très bien de mettre une solution comme ça, mais si vous n'accompagnez pas les transporteurs dans l'utilisation, il n'y a pas d'appropriation de la solution. Et là, vous avez des arrêts de projet parce que ça n'a pas été. Il est important de bien penser à accompagner ces transporteurs dans l'utilisation quotidienne, quelles que soient les fonctionnalités. Les transporteurs sont liés à ça. Il faut les accompagner. Ah oui, il faut que les acteurs puissent opérer, voilà. Et on les accompagne. Enfin, toute cette notion d'accompagnement, on appelle ça l'onboarding. On a des méthodos, des kits d'onboarding pour les transporteurs. Quand on fait de l'onboarding, on fait de l'onboarding pour du contrôle facturation, compréhension des grilles, règles tarifaires, règles d'applicabilité. Comment tout ça, ça se décline chez le transporteur. Là aussi, il faut gagner du temps avec eux pour arriver à les onboarder. Donc, on les onboard sur de la grille tarifaire, on les onboard sur le CO2. Le calcul Oui, de CO2, c'est c'est la même chose. ouais. Quand vous voulez onboarder des transporteurs pour faire du calcul de CO2, parce que vous avez décidé de le calculer par vous-même, il faut récolter un certain nombre d'informations. Donc là, il faut faire du kit d'onboarding sur du CO2. Il y a du kit d'onboarding sur la visibilité. Donc on voit bien que ces sujets d'onboarding, entre guillemets, de l'écosystème, qui étaient des freins sur certains projets, ça rallongeait les projets, ça avait des coûts, Olivier le disait, même des risques de certains projets qui pouvaient s'arrêter en cours de route parce que finalement les temps d'onboarding étaient trop longs. Donc aujourd'hui, on s'est attaqué depuis quelques années maintenant au sujet pour arriver à industrialiser ces temps d'onboarding et les réduire au minimum et les simplifier pour les opérateurs. Alors, vos commentaires amènent plein d'autres questions au dernier moment, donc je pense qu'on ne répondra pas à toutes, mais vous pourrez répondre directement, comme je l'évoquais en introduction, en recontactant par email nos web téléspectateurs. Hervé, peut-être deux autres questions pour être dans le timing et pour aborder une conclusion ensemble. Ouais. Et le reste, bien sûr, nous y répondrons directement. Alors, concernant l'agrégation des données et la connexion avec l'ensemble de l'écosystème, les coûts d'investissement ne rebutent-ils pas les chargeurs et les transitaires? On a un peu dit le contraire, ou on laissait entendre un peu le contraire On a laissé entendre un peu le contraire. Voilà, c'est un peu ça. Les investissements auprès des transporteurs, ils ont déjà été faits. Ouais. Finalement, l'investissement pour le chargeur, il va va acheter la connexion, entre guillemets, le nombre d'unités qu'on va suivre, mais le travail, l'investissement, dans la plupart des cas, il a déjà été fait avec les transporteurs, ou en tout cas des acteurs de plateformes spécialisées l'ont déjà fait. Après, ce qui est généralement chez le chargeur est important, c'est le ROI Exactement. de la solution. S'il n'y a pas de ROI, rarement le chargeur ira faire un projet comme ça. S'il y a un ROI, le ROI, on va le trouver à plusieurs endroits. Sur la sélection du transporteur, si on arrive à trouver moins cher du transporteur, ben on va gagner. Sur les quais, par rapport au traitement de l'expédition et des rendez-vous sur les quais, sur le contrôle de la facture, on va gagner sur le montant. C'est les 3 à 4 grands ROI les plus faciles à calculer. les plus faciles à calculer. Il y a de la qualité de service, il y a de Bien sûr. la différenciation service. et de la différenciation par rapport aux concurrents pour le donneur d'ordre. Fidélisation, perte de clients. Fidélisation, part de marché. Mais je pense que oui, effectivement, l'élément dans le clé, là, ROI, c'est c'est le plus ROI. complexe. Ouais. Et de la même manière pour les transitaires, puisque dans la question, il y avait les deux volets, il y avait pour les donneurs d'ordre et pour les transitaires. Je pense que les transporteurs aussi, ce que vous disiez Jean-Christophe, une fois que le travail a été fait de se connecter à leur télématique, à leur TMS,
ils y voient aussi l'intérêt parce qu'ils vont plus être contactés 10 fois par jour par X donneurs d'ordre qui leur demandent où en est ma commande. Ah, il y a de l'efficacité. Oui, on fait de la gestion par Ça, c'est de exception. la productivité. On fait de la gestion par exception, c'est de la productivité. On l'a Mais dans le ROI, vous avez de la productivité. Ouais, il y a de la C'est productivité. un des éléments. La mise à plat des tâches. processus, la mise à plat des flux et vous ces supprimez des dimensions- tâches à un ces moment. dimensions opérationnelles, efficacité opérationnelle. Exactement. Et il y a de la valeur pour tous les acteurs. Pour tous les acteurs. C'est pas que, C'est pas que le pour le donneur chargeur, d'ordre. c'est de la valeur pour tout le monde. Nous, on a vu des. Pardon. Allez, Olivier, On a finissez vu, par- on a vu des ROI sur des heures supplémentaires à l'intérieur de l'entrepôt. Parce que les camions ne prenaient pas rendez-vous, ils venaient. Eh Ils oui, venaient forcément. à 17h le soir, il fallait charger absolument le camion avant 18h. Ben là, vous avez les manutentionnaires qui font des heures supplémentaires. Donc il y a Ouais, c'est pas- possibilité de baisser les heures L'aléa supplémentaires. lui-même a un ensemble d'impacts qui Exactement. sont évalués et qui sont... Qui ne sont pas le transport, là. Ouais, qui sont Qui sont indirect- l'entreposage. indirectement. Hervé? Dernière question, quelle est la durée moyenne de mise en œuvre de vos solutions, et notamment pour une entreprise retail de taille moyenne en France, avec également des filiales en Allemagne et Pays-Bas? Alors, moi je veux bien De lancer me lancer sur le sujet. Pour achever le... C'est toutes les, enfin, à chaque fois qu'on est chez un client, c'est toujours la question. Alors, pour les PME, il y a des offres pré-packagées. On va dire en 4 ou 5 jours, on est capable de déployer un premier environnement TMS, entre guillemets, pour aller faire de la productivité administrative, simplifier les tâches des équipes opérationnelles, que ce soit de transport, de service client. Voilà. Il n'y a pas de connectivité. D'accord, on n'est pas connecté avec les ERP et tous les systèmes. Par contre, on est capable de faire très rapidement un déploiement. Ensuite, les projets, on va dire, en moyenne, on est entre 3 mois, 6 mois. Quand on est sur un projet européen, la question, c'est le corps modèle. Est-ce que le client est capable de construire un processus identique pour l'ensemble de ces structures au niveau européen? La clé, elle est là. Alors, dans certains cas, on se dit on perd du temps dans la définition du corps modèle chez le client pour pouvoir le déployer au niveau européen. pas du temps Mais le perdu. temps qu'on a C'est pas du temps perdu, perdu, c'est-à-dire quoi. les 2 mois qu'on a perdu dans la phase de, entre guillemets, de cadrage et qui vont permettre de définir ce corps modèle, c'est des mois et des mois qu'on gagne au niveau du déploiement. Donc la réponse, elle est en partie chez l'éditeur, mais elle est aussi en partie chez la capacité qu'a le chargeur à fédérer tout le monde pour adopter un corps modèle unique. Et j'allais dire, ça aurait été ma question, mais en fait, on y répond d'une certaine manière. Et la formation qui va avec. Parce que ça fait partie de ça. Le design du corps modèle, c'est comme la formation des utilisateurs à ces nouveaux outils, à ces processus modifiés, à cette gestion par exception. La conduite du changement, Bah ouais. qui est bien souvent très sous-estimée dans les entreprises. Bah, Une c'est bonne un conduite grand du champ- classique. une Hein, bonne conduite le du rejet changement, des c'est- systèmes d'information est souvent lié à cette dimension et à la préparation des utilisateurs à leurs nouvelles pratiques. Et alors, si je vous pose une dernière question, parce qu'on peut pas, c'est difficile de conclure, on pourra en parler encore de manière passionnante pendant des heures, et les grandes évolutions dans les années à venir, chacun en quelques mots, vos services techniques travaillent sur quoi ou L'intelligence artificielle. sur quel type de cas d'usage Sur ce qu'on a évoqué en fait tout à l'heure, le fait qu'il y ait des remontées d'informations et qu'on puisse interpréter ces informations et qu'on puisse Machine projeter- learning, modélisation, qu'on puisse simulation. projeter que ce Ouais. genre d'informations pour avoir des actions correctives par rapport à ce qu'on a pu Automatisé. avoir des actions correctives automatisées, que ce ne soit pas l'être humain qui le fasse, mais que ce soit la machine qui le propose. D'accord. Ok, on l'a un peu évoqué. Fabien? Ouais, pareil, c'est les gros sujets en cours d'essayer justement d'apporter de l'aide à la décision, voire de mettre en place des règles automatiques de gestion du transport. Donc ça s'appuie sur le machine learning notamment. Ouais. Bien. Nous, on a déjà des cas d'école qui sont déjà déployés, en particulier, alors, sur le transport, on est en plein dedans, mais sur la partie douanière, entre guillemets, sur la classification des marchandises. On voit bien l'interaction avec le GTM. Ouais. Le un point qu'on GTM, voit pas. là, il faut classer les marchandises. Quand vous avez secteur du luxe, 8 collections par an, vous créez 10 000 nouveaux articles, il faut les classer en quelques jours parce que la collection va partir. Aujourd'hui, humainement parlant, c'est pas possible, ou alors il faut avoir des armées de classificateurs, et donc il faut pouvoir classer les marchandises de façon automatisée, et là on va créer des arbres de décision, on va mettre de l'intelligence à l'intérieur, qui vont pouvoir
pouvoir déterminer de façon automatique la classification douanière des articles. Donc, les sujets d'IA, dans les feuilles de route des équipes R&D, je pense que chez tous les éditeurs, tout le monde travaille dessus. C'est vraiment les investissements en cours et les investissements à venir. Et sans aucun doute, ça appellera pas forcément de commentaires vu leur avancée et toutes les évolutions géopolitiques aujourd'hui qui vont changer sans doute considérablement nos schémas et vont obliger à s'adapter au fil de l'eau. Vraisemblablement. Alors je pense que Jean, vous me connaissez depuis pas mal d'années. Ça fait plusieurs années que je milite sur la supply chain réglementaire. Pour moi, les supply chains vont devenir de plus en plus réglementées. Ces réglementations vont augmenter les coûts des supply chains, vont les ralentir. Et donc, il faut qu'on intègre de plus en plus dans la notion du TMS ces notions réglementaires pour pouvoir arriver à accélérer les flux et à les rendre conformes aux nouvelles règles du commerce international et puis surtout moins chers. En tout cas, merci Jean-Christophe, merci à tous les trois, merci Fabien, merci Olivier. Vous avez démontré déjà que sur un sujet qui est un sujet dont on parle de longue date, aujourd'hui il y a un niveau de maturité qui a été acquis et donc ça doit permettre et ça vous aura permis, j'espère, chers web téléspectateurs, de mieux appréhender les capacités qu'offrent aujourd'hui ces approches pour le pilotage de plus en plus fin de vos supply chains. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour un prochain mercredi de la supply chain. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.